Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes. Je suis ravi de vous retrouver pour le bulletin astronomique pour la période du 15 au 22 septembre 2023, la première phase de la troisième lune d'été nord-hiver sud. Eh bien, c'est donc de la nouvelle lune le 15 septembre à 3h28, 3h39, pardon, jusqu'au premier quartier, le vendredi 22 à 21h31. Je vais donc partager avec vous la fiche résumée des événements de la semaine afin que vous puissiez suivre plus facilement. C'est donc la première phase de la lunaison. Donc, nous partons de la nouvelle lune où on ne voit pas la lune puisqu'elle est alignée avec le soleil, jusqu'au premier quartier où nous voyons la demi-lune. Et donc, nous allons voir apparaître le premier croissant le soir du 16, le samedi 16 au soir. Donc, bien entendu, le premier croissant, c'est toujours le soir. Le dernier croissant, c'est toujours le matin. Donc, après la nouvelle lune, le 16, le tout premier croissant apparaît, la nouvelle lune le 15, le premier croissant apparaît le 16 dans le ciel du soir et se couche rapidement, bien entendu, 40 minutes après le soleil. Donc, il faut l'attraper, possiblement avec un instrument. Et puis ensuite, de soir en soir, il reste plus longtemps dans le ciel, il grossit, il se couche de plus en plus tard, puisque notre lune, au cours de la première phase de la lunaison, se lève dans la matinée de tous les jours plus tard. Donc, elle se lève dans la matinée, culmine dans l'après-midi et se couche en première moitié de nuit, chaque jour, un peu plus tard que la veille, en moyenne 1 heure. Ça peut être minimum 20 minutes, maximum 1 heure et demie pour nos latitudes. Voilà, donc au cours de cette semaine, la Lune va être conjointe à Mars. D'ailleurs, le premier croissant est conjoint à la planète Mars, qui est toujours dans le ciel du soir, mais totalement invisible. Et même si nous voyons le premier croissant, le 17 au soir, nous ne pourrons pas voir Mars, qui est pourtant juste à côté et qui est même occulté par la Lune pour des régions du côté de l'Antarctique, Sud-Pacifique, Antarctique. Donc, de soir en soir, le croissant grossit. Nous allons la suivre avec Stellarium tout à l'heure. Et je vais vous faire le résumé de tous les événements de la semaine que vous pouvez maintenant suivre avec moi sur la fiche résumée que vous trouvez dans l'article qui sera publié très prochainement et que vous pouvez télécharger et même imprimer pour pouvoir suivre les événements au jour le jour à travers vos activités et observations quotidiennes. C'est le but initial de cet almanach, c'est de pouvoir coller au plus près entre les événements de notre vie quotidienne ou de la vie du monde et les événements célestes. Donc, nouvelle lune, le vendredi 15 septembre à 3h39, c'est dans le soleil et la lune sont à ce moment-là dans le 22e degré du signe de la Vierge et les deux devant la constellation du Lion. La lune est un petit peu au-dessus du plan de l'écliptique, donc de 2,50 degrés, et donc toute la semaine, elle va descendre en latitude et elle descend également en déclinaison. Donc faisons d'abord le tour des événements pour la Lune. Elle entre dans le signe de la Balance le vendredi 15 à 19h44. Elle passe en déclinaison sud samedi 16 à 4h16. Nous voyons le premier croissant de Lune samedi 16 aux environs de 20h30 chez moi, disons une demi-heure à peu près après le coucher du soleil. Il faut faire vite parce que et elle se couche rapidement, bien entendu, et il faut peut-être un instrument pour pouvoir le distinguer dans les lueurs du crépuscule, ce croissant qui n'est pas exceptionnellement fin, hein, 2,6%, mais néanmoins bas et qui ne dure pas longtemps. Donc, dans la foulée, le premier croissant est conjoint à Mars, donc invisible, Mars. Ensuite, dimanche 17, la Lune est conjointe à l'étoile Spica de la Vierge, qu'on ne voit plus non plus. On verra bien
le croissant de lune ce soir-là. Dimanche 17, elle passe aussi ensuite à son nœud descendant à 21h17, donc elle passe en latitude écliptique sud. Elle est dans le 26e degré du signe de la Balance devant la constellation de la Vierge et elle entre dans le signe du Scorpion lundi 18 à 6h58. Ensuite, elle entre dans le signe du Sagittaire mercredi 20 à 16h05. Elle sort des limites zodiacales sud puisqu'elle descend en déclinaison. Elle passe en dessous de 23 degrés 26 minutes de déclinaison sud, donc la déclinaison maximale atteinte par le Soleil au solstice de décembre, et elle continue de descendre. Elle est conjointe à l'étoile Antares du Scorpion, et alors à touche-touche avec Antares, pratiquement, ce qui produit une occultation également pour la Chine, le Japon et le nord-ouest du Pacifique. Et il est probable que ce soit le début d'une série d'occultations d'Antares par la Lune. Je vous confirmerai ça la semaine dernière. Je ne suis pas chez moi et je n'ai pas tous les éléments de documentation. Et nous arrivons au premier quartier, le vendredi 22 à 21h31, dans le 30e degré du signe du Sagittaire pour la Lune, de la Vierge pour le Soleil, devant la constellation du Sagittaire, la Lune, et de la Vierge, le Soleil, car le Soleil, entre-temps, arrive devant la constellation de la Vierge durant cette semaine. Et comme vous le voyez, donc, 30e degré du signe du Sagittaire, la Lune va rentrer dans le signe du Capricorne ce même jour, vendredi 22 à 22h20, et le lendemain, samedi 23 septembre, le Soleil entrera dans le signe de la Balance. Ce sera le jour de l'équinoxe de septembre, donc début de l'automne pour nous dans l'hémisphère nord. À part la Lune, que se passe-t-il? Eh bien, c'est la semaine d'abord où Mercure reprend son mouvement direct. Elle était rétrograde donc depuis 3 semaines, 21 août, je crois. Elle reprend donc son mouvement direct jusqu'au 13 décembre. Sa prochaine rétrogradation sera donc du 13 décembre, 9e degré du Capricorne, au 2 janvier, 23e Sagittaire. Donc là maintenant, Mercure est direct à partir de la nouvelle lune. Et nous avons aussi comme événement important au niveau planétaire, c'est l'opposition de Neptune, Soleil opposé Neptune, donc Neptune au périgée, c'est-à-dire au plus près de la Terre, lundi 18. En héliocentrique, c'est Terre conjointe à Neptune, mardi 19 à 13h02, et à 13h17 en géocentrique, Soleil opposé Neptune, avec Neptune qui se trouve 1 degré 16 minutes en dessous du plan de l'écliptique. Et ça se passe dans le 27e degré du signe de la Vierge pour le Soleil, des Poissons pour Neptune. Le Soleil est donc arrivé devant la constellation de la Vierge déjà, et Neptune est devant celle des Poissons. Voilà pour les événements les plus importants. Nous allons recenser les autres également. Donc, vendredi 15, juste après la nouvelle lune, Saturne atteint sa latitude minimale en géocentrique. C'est lié à sa rétrogradation qui prendra fin, non pas tout de suite encore, prenez un peu plus tard. Mais bon, elle descend. Je n'ai pas toutes les dates en tête, je suis désolé. Bon, Saturne atteint sa latitude minimale, donc 1 degré 47 sud, et puis ensuite elle remonte jusqu'au 7 février 2024. Saturne est dans le 3e degré du signe des Poissons, en géocentrique, et devant la constellation du Verseau, actuellement rétrograde. Donc Mercure reprend son mouvement direct, nous l'avons dit, vendredi 15. Ensuite, Mercure, samedi 16. Allez, on fait tout pour Mercure. Tous les événements de Mercure, car Mercure fait beaucoup de mouvements, n'est-ce pas? Samedi 16, 0h46, en héliocentrique, Mercure entre dans le signe du Taureau. Le 17 à 1h32, Mercure est conjointe à Jupiter, toujours en héliocentrique, dans le 6e degré du signe du Taureau. Mardi 19 à 3h56, toujours en héliocentrique et en géocentrique aussi, Mercure passe à son nœud ascendant, donc ce n'est pas exactement à la même minute qu'en géocentrique, mais c'est pratiquement au même moment quand même,
Par contre, ce n'est pas à la même longitude. En héliocentrique, c'est toujours à la même longitude, donc 19e taureau. En géocentrique, c'est tout à fait variable. Et là, cette fois-ci, c'est 9e degré. Mercure est dans le 9e degré du signe de la Vierge. Ensuite, pas longtemps après, elle est conjointe à Uranus, Mercure, 21e taureau. Et puis maintenant, nous allons, fini avec Mercure. Elle atteint aussi, Mercure, sa déclinaison maximale, donc là, bien sûr, en géocentrique, le 20 septembre à 0h55, donc déclinaison nord, 8 degrés 17 au-dessus du plan de l'équateur, puis elle descend jusqu'au 30 novembre, elle sera en dessous des limites zodiacales du 15 novembre au 15 décembre. Elle sera son descendant le 7 octobre. Et revenons en héliocentrique avec Mercure, qui entre dans le signe des Gémeaux le 21 à 1h52. Quand elle est bélier, taureau, Gémeaux en héliocentrique, elle est très rapide. Vous voyez, en une semaine, elle couvre 3 signes en héliocentrique, bélier, taureau et Gémeaux. Et puis, revenons en géocentrique maintenant. Le vendredi 22, elle est à son élongation maximale, Mercure. Une petite élongation, 17 degrés 51 minutes seulement, à l'ouest du Soleil, mais elle est en excellente condition d'observation dans le ciel du matin pour cette deuxième quinzaine de septembre. C'est la meilleure période de l'année pour la voir dans le ciel du matin. Et donc, ça ne dure pas longtemps. Il faut se dépêcher pour choper Mercure dans le ciel du matin, car elle va rester visible jusqu'à la fin du mois, car son éclat augmente. Elle n'était pas très brillante et elle passe en magnitude négative, donc son éclat augmente. Et donc, jusqu'à la fin du mois, on va pouvoir apprécier la présence de Mercure dans le ciel matinal. On va voir ça avec Stellarium. Il reste à mentionner l'opposition de Neptune. Donc, je reprends sur l'opposition de Neptune. Neptune, donc, au périgée, le 18 à 16h37, au plus près de la Terre. Donc, quand même, pratiquement 29 fois la distance Terre-Soleil. Et ensuite, donc, en même temps, c'est toujours lié, avant ou après, le périgée est toujours au moment de l'opposition Soleil-planète. Et donc là, le Soleil est opposé à Neptune en géocentrique à 13h17, le 19, mardi 19. Et donc, en héliocentrique, ça donne une conjonction Terre-Neptune, puisque nous avons un alignement, vu du Soleil, c'est Soleil, Terre, Neptune. Neptune est de l'autre côté. Alors pour nous, c'est la période la plus favorable à l'observation de Neptune, c'est pleine Neptune. Elle se lève quand le Soleil se couche, culmine au milieu de la nuit et se couche quand le Soleil se lève. Donc nous allons aussi en profiter, d'autant que c'est une semaine sans lune, sans trop de lune. On observera facilement Neptune à partir de 11h du soir. Donc, que reste-t-il à voir avant de foncer sur Stellarium? La nuit reprend ses droits, n'est-ce pas? Nous avons toujours la lumière zodiacale qui est visible jusqu'au 27 septembre dans le ciel de fin de nuit, juste avant l'aube, devant le Lion et le Cancer. Donc, si vous avez la chance d'avoir un ciel pur et un horizon dégagé, vous pourrez observer donc du côté du levant, devant le Lion et le Cancer et le Lion qui se lève, avec Vénus devant le Cancer. D'ailleurs, vous pourrez apprécier la lumière zodiacale. On observera les cratères Théophilus, Cyrillus et Katharina, un célèbre trio, le 21 septembre, ou plutôt le 20 vers 22h, au moment du lever du Soleil, justement, sur ces cratères sur la Lune. Donc, les planètes, on ne voit pas Mars, on voit très très bien Saturne, on voit très bien Neptune et Uranus au télescope, on voit très bien Jupiter, on voit très bien Vénus, j'aurais pu lui mettre 3 étoiles, et on voit bien Mercure, Vénus et Mercure, donc dans le ciel du matin, tandis que Saturne, Neptune, Jupiter, Uranus, c'est dès le début de la nuit pratiquement. Pour Saturne, pas de problème, maintenant elle a passé son opposition, c'était le 28 août, donc elle se lève avant que le Soleil ne se couche, elle culmine vers 0h20, Neptune culmine vers 1h50, donc on la voit on peut la voir bien à partir de 22h, 23h,
Jupiter culmine aux alentours de 5 heures du matin. On la voit, pareil, 22h, 23h, on la voit bien. Uranus culmine aux alentours de 5 heures du matin. Donc, il faut attendre minuit pour voir Uranus encore. Quant à Vénus, alors elle fait une ascension spectaculaire dans le ciel du matin. Elle se lève plus de 3 heures avant le soleil. Je rappelle que fin août, elle apparaissait tout juste dans le ciel du matin. Et Mercure, eh bien, pareil, elle est pour ce qu'elle peut faire, Mercure, dans sa visibilité, elle est remarquablement visible en ce moment. Nous avons bien sûr toujours des étoiles filantes que je vous laisserai détailler sur la fiche. Et donc, voilà, je vous ai parlé de l'occultation d'Antares par la Lune pour la Chine, le Japon et le nord-ouest du Pacifique, et de la possibilité de voir la lumière zodiacale. Passons maintenant sur Stellarium et allons voir avec nos yeux ce qui se passe. Donc, j'espère que vous me suivez bien maintenant sur Stellarium. Nous sommes ici le 15 septembre, vendredi 15 septembre, à 20h30. Donc, le soleil est couché depuis une petite demi-heure. Et donc, on va évidemment avancer un petit peu plus dans la nuit pour voir quelque chose. Nous sommes du côté de l'ouest, donc il se couche pratiquement à l'ouest, puisque le 23 septembre, il va se coucher pile à l'ouest. Le jour des équinoxes, le soleil se lève pile à l'est et se couche pile à l'ouest. Donc il n'y a que 2 jours dans l'année, en fait. Tout au long de l'été, depuis le solstice de juin, où il s'est couché au nord-ouest, chaque jour, il s'est couché un petit peu plus près de l'ouest. Et le 23 septembre, il se couche pile à l'ouest. Alors, prenons une petite heure de plus pour voir quand il fait plus sombre où c'est qu'on en est. Donc, 21h30. Eh bien, à l'ouest, nous avons la Vierge qui s'engloutit, Arcturus du Bouvier. Hop, non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais déplacer la vignette. Voilà. Arcturus du Bouvier, qui se trouve toujours, bien sûr, dans le prolongement de l'arc formé par la queue de l'ours, se trouve à l'ouest et maintenant plus très haute du tout. Et puis, donc on va se tourner d'abord vers le sud. Je vais réduire un peu. Et donc, au sud-ouest, nous avons le Scorpion qui se couche, vous voyez, Antares. On va voir la Lune conjointe à Antares. On fait un premier tour de ciel. 15 septembre, pas de Lune. En tout début de nuit, culmination du Sagittaire. Alors, on va monter un petit peu plus haut dans le ciel. On va voir Vega tout pratiquement au zénith. Voilà, très très haut, mais déjà basculé du côté de l'ouest. Deneb et Altaïr, donc notre grand triangle de l'été, en fait, il est pile comme ça au-dessus du sud. Altaïr est pratiquement à sa culmination en début de nuit, 21h30. Du côté sud-est, ben, nous avons Saturne qui est déjà levé, donc maintenant, pas de problème. Devant le Verseau, nous avons le Capricorne donc, et le Verseau. Si on se tourne un peu plus vers l'est encore, on voit très bien le grand carré de Pégase qui s'élève avec en dessous les poissons qui sont bien moins facilement visibles, la galaxie d'Andromède au bout du bras d'Andromède Andromède qui prolonge le carré de Pégase en direction de Cassiopée, une étoile, 2 étoiles, je tourne à droite, une étoile, 2 étoiles, je trouve, je vais mettre ici la galaxie d'Andromède. Profitez-en, il n'y a pas de lune, c'est la très très bonne saison. Vous pouvez la repérer à l'œil nu si le ciel est suffisamment propre. C'est le seul objet du ciel visible à l'œil nu qui n'appartiennent pas à notre galaxie. Tout le reste fait partie de notre galaxie, tout ce qu'on observe, et même tous les objets qu'on observe au télescope, sauf ceux qui s'appellent galaxies, appartiennent à notre galaxie. Je reviens, je réduis un petit peu à nouveau. Donc, nous avons donc vu Saturne, nous avons aussi Neptune. Alors, un petit peu, peut-être attendre un petit peu plus, quand même, 21h30. On peut attendre 1 heure de plus pour voir Neptune, donc on va y revenir. Le Bélier qui se lève, donc on va voir qu'en dessous, il y a Jupiter. Donc, faisons un premier tour du ciel en début de nuit, voir ce qu'il y a au nord. Donc, en tout début de nuit, ben, on voit l'ours qui finit de piquer du nez
vers l'horizon, tandis que tout en haut, côté nord, on voit descendre le dragon, donc on voit s'élever Cassiopée et Céphée, descendre le dragon et la petite ours qui tourne à gauche. Voilà, la petite casserole qui est à gauche, bien sûr. Donc, on va prendre 1 heure de plus ou 2 heures de plus. Voilà, je reviens vers l'ouest. Alors, on prend 2 heures de plus. Allez, 23h30, c'est vraiment la grosse nuit. Arcturus se couche, 23h30. Hercule est sur le couchant. Vega, Vega Deneb est encore un petit peu plus haute. Et Altaïr, donc le grand triangle de l'été, est sur le couchant. Nous avons la magnifique Voie lactée. Le Sagittaire au sud-ouest est sur le couchant. Au sud, 23h30, passe le Capricorne et bientôt Saturne. Je vous ai dit qu'elle culminait aux alentours de 0h05. Et donc en dessous de Saturne, nous avons l'étoile faux maillot du Poisson austral. On peut remarquer qu'il y a quelque temps, Saturne était juste au-dessus de faux maillot et que maintenant, comme Saturne rétrograde, elle se repart un peu par là, voilà, jusqu'à la fin de sa rétrogradation qui doit devenir, me semble-t-il, en novembre. 10 octobre, c'est Pluton qui reprend son mouvement direct et Saturne, ça va être un petit mois après. Donc, au sud-est, maintenant, on va pouvoir apprécier Neptune. Donc, on va chercher Neptune. Je vous trace un peu l'écliptique vite fait pour s'apercevoir qu'évidemment, on trouve toujours les planètes dans l'environnement de l'écliptique. Donc, ils sont tous un petit peu en dessous, en fait, Saturne. Donc, Neptune est là sous la tête des poissons. Alors, grossissons un peu. Vous remarquerez peut-être aux jumelles ce petit rectangle. Et en fait, Neptune est entre ce petit rectangle et la tête des poissons, tout juste à côté de cette toute petite étoile 20 PSC. Voilà, et voilà, en fait, j'ai cliqué sur Neptune, qui est juste à côté de l'étoile. Alors, faut grossir. Voilà. Si vous avez un fort grossissement, vous obtiendrez ceci. Vous sortirez l'étoile du champ et vous observerez la planète Neptune. C'est vraiment le moment idéal. Évidemment, c'est soit vous avez un système GoTo pour la trouver tout seul, soit vous cherchez un petit peu, mais c'est un jeu très amusant, je trouve. Et ensuite, nous avons, alors elle, dès qu'elle se lève, c'est Tara, on peut guetter le lever de Jupiter aux alentours de 22 heures. Ça, c'est flambant dès qu'elle se lève. On la voit bien, on la voit rougeoyer comme tous les astres à l'horizon et s'élever rapidement dans le ciel. Tout juste à sa gauche, il y a l'amas des Pléiades. Et voilà, ici, tout ça, c'est les Pléiades. Et entre Jupiter et les Pléiades, pratiquement à mi-chemin, nous avons la planète Uranus que nous allons pouvoir observer également facilement. Donc, repérer un petit peu pour la trouver. Voilà, heureusement, c'est assez facile puisqu'elle est à peu près vraiment au milieu du segment, une légère corde entre Jupiter et les Pléiades. Donc, elle n'est pas très difficile à trouver en dessous de quelques étoiles de magnitude 4-5 du Bélier qui est là. La constellation du Bélier, les 2 étoiles principales, Hamal et Shératan, sont ici. Donc Jupiter est bien en dessous de Hamal. Voilà. Et Uranus en dessous de Barani. Voilà. Alors que maintenant, on va s'occuper de suivre la Lune de soir en soir, puisqu'on va guetter le premier croissant. Alors, on revient vers l'ouest. On revient vers l'ouest et on va peut-être même reprendre un peu. On va chercher le premier croissant. Donc, pour se remettre, on va aller le 16, puisque le premier croissant est visible le 16 au soir. Et on va se mettre à 21h, parce que c'est déjà trop tard. 21h30, c'est déjà trop tard. Donc, petite lune. Là, voilà. Alors, je vais pas la grossir parce que ça déforme ses horaires de lever, culmination et coucher. Elle se couche donc à 20h41
pour le soleil qui se couche aux alentours de 20 heures. Elle se couche, voyons, je vais vous dire ça précisément. Donc le soleil se couche, oui, 20h04, entre 20h et 20h05, enfin du moins chez moi, évidemment, ça change partout en fonction des lieux, de quelques minutes, voire d'une demi-heure d'un côté à est au côté ouest en France, une demi-heure à l'est, une demi-heure à l'ouest, de plus ou de moins. Donc de moins plus tôt si c'est à l'est, plus tard si c'est à l'ouest. Donc là, nous sommes le 16, il est 20h39 et la lune se couche. Alors, il faut l'avoir un petit peu plus tôt. Et c'est un premier croissant. On va se mettre à 20h30. Voilà, il faut chercher le premier croissant environ 30 minutes après le coucher du soleil. Là, je vais grossir pour qu'on voit sa forme de fin croissant. Et vous voyez, il y a Mars juste à côté, mais même si vous arrivez à choper ce très fin croissant de lune aux jumelles, vous verrez pas Mars. Mars est totalement invisible. Et donc maintenant, on va suivre la lune de soir en soir. Donc là, nous étions le 16 à 20h30, donc nous passons au 17. Le 17, là, elle se couche à 20h59 et son croissant a déjà un peu plus. Elle n'est pas très gros encore, voilà, c'est encore un fin croissant de lune, au-dessus de l'étoile Spica de la Vierge, que pareil, on ne voit plus du tout. En cette saison, on ne voit plus Spica, le soleil vient bientôt passer devant. Donc nous sommes là le 17 à 20h30, voyez, on peut se mettre un peu plus tard, à 20h40 au moins. Enfin, elle se couche encore de bonne heure, la lune, hein. 20h59 chez moi. Le lendemain, 18 septembre, ah ça y est, on a déjà sauté au 19. 18 septembre, donc ben là, elle est entre la Vierge et la Balance. Elle se couche à 21h18. Là, on peut aller un peu plus tard dans la nuit maintenant. Avançons jusqu'à 21h. Donc évidemment, au troisième jour de la lunaison, on voit très bien le croissant de lune qui arrive devant la constellation de la Balance. Le lendemain, 19 septembre, elle se couche à 21h41. Évidemment, le croissant, il a encore grossi. On est maintenant devant la Balance. Le 20 septembre, je suis au 21. Ça va trop vite. Le 20 septembre, elle arrive devant le Scorpion, se couche à 22h11, elle va se coucher nettement plus tard, et le 22 septembre, elle est conjointe Antares. Alors en fait, il faut regarder le 21 au soir, vous voyez, 21 au soir, la lune est à... Oh, ça va toujours trop vite, je réduis un peu. 21 septembre, la lune est à droite d'Antares. 22 septembre, la lune est à gauche d'Antares, à 21h, les deux. Donc, grossissons un peu, elle est presque à son premier quartier, puisque c'est le 22, le premier quartier. Et donc, je vous ai dit que pour la Chine, le Japon et le nord-ouest du Pacifique, la lune occultait Antares. C'est que, vraiment, elle descend de plus en plus bas, cette lune, puisque sa déclinaison et sa latitude coïncident de plus en plus. Ça la fait descendre de plus en plus bas et monter de plus en plus haut, au-dessus ou en dessous du plan de l'équateur, en déclinaison. Et donc, il nous reste à arriver au... Ah, mince, on dirait le 19. Le 20, le 21 et le 22. Elle est devant le Sagittaire, conjointe à l'étoile Nunti. Tiens, je le rappellerai la prochaine fois, parce que en ce moment, ce n'est pas signalé. Et passe en dessous de l'étoile Nunti du Sagittaire. Le premier quartier est conjoint à Nunti, donc Sigma du Sagittaire, qui est une des plus brillantes quand même, qu'on repère facilement. Voilà pour la Lune. Alors, il nous reste maintenant les planètes. Je vous en ai parlé, sauf celle du ciel du matin.
Donc maintenant, allons voir ce qui se passe au cours de la nuit. Donc ce qui apparaît au minuit vrai. Donc on va aller, je reviens le 22, je suis déjà le 23. Alors le 21 au soir. Le 21 au soir, au minuit vrai, donc le minuit vrai, 1h44. Le midi et le minuit moyen, donc, sont de plus en plus tôt. Le jour se décale vers le matin, et comme il diminue, en fait, les jours diminuent davantage le soir que le matin, et ceci jusqu'au 3 novembre, jusqu'au début novembre. Donc, au milieu de la nuit, eh bien, Orion se lève à l'est, les trois mages d'Orion, Bételgeuse, Rigel, en dessous du taureau, Aldébaran, des Pléiades, Alcyone, là vous avez les Pléiades, et puis un peu plus haut, bien sûr, nous avons Persée, et puis nous avons Andromède, pratiquement au zénith. Donc voilà pour l'Est, Capella du Cocher au nord-est, enfin, qui s'élève très très brillante. Les Gémeaux qui se lèvent au milieu de la nuit. La Grande Ourse du côté du nord qui remonte. Donc là, c'est l'étoile Phegda de la Grande Ourse qui passe pile au nord au minuit vrai, à sa culmination inférieure. Et donc, le dragon, la petite ours sont vers le bas. Et tout en haut, nous avons Céphée qui redescend déjà. Et Cassiopée, pas encore tout à fait, voilà. Cassiopée qui s'élève, j'aurais dû mieux, c'est mieux. Qui s'élève encore pratiquement, pas au zénith, voilà, c'est là, mais très haut dans le ciel. Côté de l'ouest maintenant, donc au nord-ouest, Hercule se couche. Vega, Deneb et Altaïr, le grand triangle de l'été, ici. Et sur le couchant également du côté de l'ouest. Au sud-ouest, c'est le Capricorne et le Verseau qui s'en vont avec Saturne, donc, qu'on a déjà remarqué. Ici, le grand carré de Pégase, qui passe à peu près à sa culmination au milieu de la nuit, c'est même typique. Donc là, vraiment une forme de carré, n'est-ce pas? En dessous, les Poissons, donc Neptune, par ici. Et puis, nous avons la baleine qui trône en dessous, les Poissons, le fameux monstre marin qui menace Andromède, les Poissons et la baleine, qui sera heureusement, Andromède, qui sera heureusement sauvé par Persée, qui pourra immobiliser le monstre avec l'œil magique de la Gorgone. Chaque fois, ça, je vais vous en parler, je l'oublie. Méduse. Ah, aujourd'hui, je m'en souviens. La Gorgone Méduse. Voilà. Donc, l'œil magique qu'il a dérobé à la Gorgone Méduse et qui lui permet d'immobiliser le monstre marin, poisson et baleine qui s'élève pour dévorer Andromède. Eh bien, cela n'aura pas lieu. Et donc, au sud-est, nous avons Jupiter et donc à l'est, voilà, Orion qui se lève. Nous avons fait le tour du ciel. Restons du côté de l'est pour voir ce qui apparaît dans les dernières heures de la nuit. Donc les Gémeaux s'élèvent, il est presque 3 heures du mat. 4 heures du mat, Procyon se lève du petit chien et Sirius, en dessous des mages d'Orion, se lève. 3h40. Sirius est, je rappelle, la plus brillante étoile du ciel. 5 heures du mat, pratiquement. Vénus se lève donc à 4h15, le 22. Donc une Vénus rutilante, évidemment. Je rappelle que l'éclat de Vénus est le troisième après celui du Soleil et de la Lune. Il n'y a rien de plus brillant que Vénus dans un ciel bien sombre. Elle n'éteint pas autant les autres astres que la Lune, mais c'est pas mal. Alors, 1 heure de plus, on voit apparaître le lion avec Régulus. Donc, la fameuse lumière zodiacale que vous pouvez voir en fin de nuit, c'est ici, devant le lion, le cancer et jusqu'à peu près aux Gémeaux. Et puis, on va prendre minute par minute et on va voir apparaître Mercure qui se lève aux alentours de 6 heures, peu après 6 heures, en dessous du ventre du lion. Et voilà pour le tour
du ciel de cette semaine. Alors profitez-en bien, le matin avec Vénus et Mercure, tout au cours de la nuit avec Saturne, Neptune, Jupiter et Uranus. Il n'y a que Mars qui n'est pas visible du tout en ce moment comme planète. Et donc la Lune qui va garnir, orner nos débuts de nuit avec son croissant de plus en plus gros jusqu'à la demi-lune le 22. Alors, quelques nouvelles maintenant, j'arrête ce partage, quelques nouvelles et images du ciel. Ah bah si, je vais vous partager d'abord quelques images. Quelques images du ciel. Donc, d'abord, le fameux trio de cratères dont je voulais vous parler, qui sera bien visible, donc c'est le 20 septembre à 22h, puisque c'est le 21, mais à l'heure où la Lune atteint sa libration minimale en longitude, qui permet de dégager un maximum l'ouest, voilà, donc l'ouest de la Lune, donc c'est de ce côté. Ça l'attire vers l'ouest. Bon, enfin, ceci dit, c'est un prétexte pour se dire, tiens, ben, c'est le moment d'observer. Le soleil se lève, donc, sur la Lune, hein, tout le temps que la Lune est croissante, nous voyons le soleil qui s'y lève. Et on va penser d'ailleurs à la sonde Chandrayaan-3 qui s'est posée avec succès, qui a accompli avec succès toute sa mission lunaire, la sonde indienne, et qui s'est endormie dans la nuit lunaire et c'est moins 200 degrés. Alors, normalement, elle n'est pas prévue pour se réveiller, mais enfin, des fois qu'un miracle se produirait, ils ont mis tout en place pour qu'elle puisse envoyer un signal. Et donc, on va continuer à regarder les images parce que j'en ai en photo. Alors là, c'est des filaments solaires. Vous voyez la taille de la Terre à côté, hein, c'est juste pour donner. Donc, au milieu de taches solaires, la tâche 13423, l'activité de ce soleil voilà, qui est fort actif en ce moment. Alors, vous apprendrez aussi, si vous lisez les news dans l'article, qu'on a simulé des éruptions solaires, de l'activité solaire en laboratoire, et ça nous enseigne plein de choses. Bon. Ici, une animation photo de Jupiter avec Callisto et Io, donc Io, ça va être la plus proche normalement, et Callisto la plus lointaine, et en une petite demi-heure, en 25 minutes, même pas, 22 minutes, voilà, les déplacements en 22 minutes de ces trois astres, donc Jupiter et deux de ses satellites, Io, la première lune galiléenne, et Callisto, la quatrième. C'était le 9 septembre, de 0h06, enfin de 2h06 à 2h28, à notre montre. Eh bien, voilà le pôle sud de la Lune, parce que, justement, comme je vous ai parlé de la sonde indienne Chandrayaan 3, j'ai retrouvé une petite photo sur AstroSurf du pôle sud de la Lune, une photo de Orionis 57. Donc, pensez, la sonde indienne n'est pas très loin dans ce secteur. Une photo qui date du mois de mai, je crois. Là, c'est ça, on verra peut-être mieux. Ah, voilà. Oh non, c'est plus vieux que ça. Non, du 1er juillet. Une petite Saturne du 8 août, on est avec Titan. La plus ancienne, enfin, oui, certainement la plus ancienne nébuleuse planétaire connue à ce jour, qui a le doux nom de SH2 176, dans Cassiopée. Hein. On s'est demandé pendant longtemps ce que c'était, si c'était un rémanent de supernova ou une nébuleuse planétaire. C'est une nébuleuse planétaire très ancienne, donc assez souvent imagée par les astrophotographes, et c'est donc dans la constellation de Cassiopée. Ici, la fameuse comète Nishimura qu'on ne voit plus. Donc, j'en fais pas mention dans l'article puisqu'on la voit plus. Elle a été visible donc début septembre dans le ciel du matin devant le Lion, donc pas très haut, et elle a été quand même capturée par pas mal d'astrophotographes, et ici c'est dans les Alpes.
Et puis, donc, ce trio de cratères, Théophilus, Cyrillus et Catharina, sur la Lune, que je vous invite à observer cette semaine, imagé le 6 mai 2022. Voilà, pareil, certainement un lever de soleil, puisque ça vient par là, vous voyez, les ombres sont ici, donc le soleil est de ce côté, c'est le lever du soleil, comme cette fois-ci, à côté de la mer du Nectar, je crois. Et ce sera tout pour les images. Les autres nouvelles, rapidement, parce que je vois qu'il est tard. Les autres nouvelles, il y a il se passe beaucoup de choses, beaucoup dans le monde du spatial. Par quoi je commence? Je vous invite à aller voir les vidéos de Hugo Lisoire qui fait un point sur le lancement du Starship. Donc, apparemment, SpaceX a répondu à tous les points de contrôle exigés par la FAA, l'administration de l'aviation américaine. Et maintenant, il faut obtenir l'autorisation, sinon tout est prêt à redémarrer. James Webb, il y a beaucoup de bruit sur le fait que James Webb aurait vraiment découvert des signes de vie sur une planète océan. Donc, le télescope James Webb précise la composition de l'atmosphère d'une exoplanète potentiellement habitable. Donc, ça bouge beaucoup de ce côté-là. Maintenant, on peut plus dire qu'on est tout seul dans l'univers parce que on est vraiment plutôt convaincu du contraire, avec toutes ces exoplanètes et qu'on peut observer de plus en plus facilement. Donc, les startups du spatial européenne font du bon boulot et Ariane 6 est en pointe, puisque Ariane 6 a réussi ses deux moteurs. C'était impressionnant. Donc, un essai crucial de mise à feu réussi mardi 5 septembre. Et normalement, on s'attend à ce qu'elle décolle le 5 octobre de Kourou. Non, ça c'est la mission Vega, pardon. La prochaine mission Vega, celle qui avait échoué en décembre dernier, décollera le 5 octobre de Kourou. Et c'est pour l'observation de la Terre, donc c'est pour envoyer des satellites. Et Ariane 6 est en bonne posture finalement. Et donc, et du coup, chope des contrats supplémentaires de satellites à mettre en orbite. Donc, je vous le dis pas tout parce que je crois que j'ai été trop longue. Donc, vous irez voir l'article qui va pas tarder à être en ligne. Super réussite du lancement de la double mission japonaise et internationale, enfin japonaise pour l'explorateur lunaire, qui envisage un atterrissage ou un alunissage extrêmement précis, avec un voyage assez long comme l'Inde, mais alors les choses sont faites avec délicatesse et risquent d'être mieux réussies, et un observatoire en infrarouge avec d'autres nations, les européennes et américaines. Bon, les Russes ne se découragent pas après l'échec de Luna 25, donc ils continuent, bien entendu. Ils ne vont pas s'arrêter à un échec, c'est pas le premier, c'est pas le dernier, qui n'en a pas traversé. Et on parle de tremblement de lune, donc parce que justement la sonde indienne Chandrayaan en a détecté, et ça nous renvoie à d'autres détections plutôt de tremblements de lune par les missions Apollo qui avaient laissé des sismographes pendant 172 jours, je crois, dont les données n'étaient pas très faciles à analyser, mais qui ont été reprises et qui donc reprennent de l'intérêt. Bon, je m'arrêterai là pour aujourd'hui. Mes chers amis, je vous remercie d'avoir suivi ce bulletin, encore un petit peu trop long probablement. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos j'aime, je veux bien des pouces. Merci, ça aide à référencer la chaîne.
Si vous pouvez un petit tip, c'est super pour m'aider à continuer. Donc, je vous dis un grand merci de votre intérêt, de votre attention, et je vous donne rendez-vous cette fois-ci jeudi 21 septembre pour la suite de l'almanach des Fées Célestes. Ce sera donc pour la deuxième phase de la troisième lune des ténors et hiver sud, bien que nous serons entrés dans l'automne à partir du 23 septembre. Alors à bientôt les amis, bonne semaine, ciao ciao.